Chapitre 41. Nausicaa. Pendant 17 jours, un vent favorable poussa Ulysse vers sa destination. D'après ses calculs, il ne lui restait plus alors que 3 ou 4 jours de navigation pour arriver à Ithaque. Pendant la même période, Calypso attendait sur l'Olympe le retour de Neptune, toujours absent. Il revint enfin. Calypso le mit aussitôt au courant du départ d'Ulysse. « Si tu veux t'opposer à son retour, ajoute-t-elle, il n'y a pas une minute à perdre. » Sans même prendre le temps de consulter Jupiter, Neptune quitte précipitamment l'Olympe, repère la position d'Ulysse, frappe la mer de son trident et déchaîne une formidable tempête. Le radeau d'Ulysse n'y résiste pas longtemps. Il perd d'abord son mât, puis son gouvernail. Enfin, sous le choc d'une vague énorme, les troncs assemblés commencent à se disloquer. Craignant d'être écrasé par l'un d'eux, Ulysse retire ses vêtements et se jette à l'eau. Un instant auparavant, alors qu'une lame immense soulevait son radeau, il a cru apercevoir, dans le lointain, les contours d'une île. À la nage, il se dirige vers elle. Comme Guillaumet dans la cordillère des Andes, Ulysse fut 100 fois sur le point d'abandonner la lutte et de se laisser couler. Mais, chaque fois, le souvenir d'Ithaque et de ceux qui l'y attendaient ranimait son énergie. Il nagea ainsi 2 jours et 2 nuits, sans pouvoir prendre aucune nourriture, ni aucun repos. Comme l'aurore aux doigts de rose se levait pour la 3e fois, il vit enfin, tout près de lui, la côte de l'île qu'il avait aperçue de son radeau. C'était une côte rocheuse sur laquelle les vagues venaient se briser avec violence. Ulysse eut d'abord la tentation d'y aborder à l'endroit le plus proche, mais il se rendit compte qu'en procédant ainsi, il irait presque à coup sûr se fracasser sur les rochers. Il lui fallut encore presque toute la journée pour trouver une petite crique sablonneuse formée par l'estuaire d'une rivière. La nuit tombait presque, lorsque nu, affamé, grelottant de froid, se tenant avec peine sur ses jambes, il sortit de l'eau. Il s'allongea un instant sur le sable, puis, dans un dernier sursaut d'énergie, se releva. Il venait de songer qu'en restant à découvert sur la plage, il risquait, pendant la nuit, de mourir d'une pneumonie ou d'être dévoré par une bête féroce. En titubant, il fit quelques pas jusqu'à la lisière d'une forêt toute proche. Là, ramassant des feuilles mortes et sèches qui jonchaient le sol, il en fit un gros tas sous lequel il se glissa. Alors, mais alors seulement, il se laissa sombrer dans le sommeil. L'île sur laquelle Ulysse avait débarqué était habitée par les Phéaciens, un peuple connu principalement pour la compétence de ses marins et la vélocité de ses coureurs à pied. Il était gouverné par le roi Alkinoos. Le lendemain de l'arrivée d'Ulysse était, au palais d'Alkinoos, le jour de la lessive hebdomadaire. C'était la fille du roi, Nausicaa, qui en était responsable. Comme chaque semaine, elle se leva de bon matin, fit charger le linge sale de la famille sur un chariot attelé de 2 mulets et, accompagnée d'une douzaine de jeunes servantes, se rendit à la rivière, à côté de laquelle Ulysse dormait. Pendant toute la matinée, les jeunes filles s'affairèrent joyeusement à frotter, rincer, tordre et étendre le linge. Ulysse dormait si profondément que leurs rires ne le réveillèrent pas. Lorsque la lessive fut terminée, Nausicaa et ses compagnes déjeunèrent légèrement. Puis, en attendant que le linge séchât, elles se mirent à jouer au ballon. L'une des jeunes filles, dans son ardeur, lança le ballon trop loin. Il entra dans la forêt, rebondit contre un arbre et alla tomber sur le nez d'Ulysse. Réveillé en sursaut,
celui-ci se dressa sur son séant, aperçut courant vers lui la troupe joyeuse des jeunes filles. Il se leva d'un bond, il s'apprêtait à aller à leur rencontre, lorsqu'il se rendit compte qu'il était entièrement nu. Il se saisit alors du premier objet qui lui tomba sous la main, c'est-à-dire du ballon. Le plaçant devant lui, comme une feuille de vigne, il sortit du bois. Même ses admirateurs inconditionnels doivent reconnaître qu'Ulysse, ce jour-là, n'était pas à son avantage. Ses cheveux collés sur le front par l'eau de mer, ses yeux rougis par le sel, sa barbe hirsute, son corps tuméfié en plusieurs endroits, et surtout la posture grotesque que lui imposait la décence, n'était guère de nature à inspirer que la pitié ou la répulsion. C'est ce dernier sentiment qui prévalut chez les servantes de Nausicaa. Épouvantées par le personnage hirsute qui s'avançait vers elles, elles s'enfuirent comme une volée de moineaux. Seule Nausicaa, poussée peut-être par la curiosité, conserva son sang-froid et attendit Ulysse de pied ferme. Le discours que lui adressa Ulysse ne compte pas non plus parmi les plus brillants de sa carrière d'orateur. Il est vrai que les circonstances ne lui étaient pas favorables. Sa langue était un peu pâteuse, sa voix rauque, son cerveau encore engourdi par le sommeil. Il ne pouvait pas souligner ses effets oratoires, comme il avait coutume de le faire, à l'aide de sa main droite qui tenait le ballon, sans se rendre coupable d'outrage à la pudeur. Il sut pourtant trouver les mots propres à flatter Nausicaa et à l'émouvoir. Il commença par louer la beauté de la jeune fille. « Es-tu une déesse ou une simple mortelle ? Si tu es une déesse, ce ne peut être que la chaste Diane, amoureuse des forêts. Si tu es une mortelle, heureux l'homme que tu choisiras pour mari. » Puis, sans dire qui il était, il raconta brièvement son naufrage et la manière dont il s'était sauvé. Il en appela pour finir au sentiment d'hospitalité de la jeune fille. Nausicaa eut pitié de lui. Rappelant ses compagnes, elle leur reprocha leur pusillanimité. Elle les pria de donner aux naufragés du savon pour se laver et l'une des tuniques d'Alkynos pour s'habiller. Une demi-heure plus tard, lavé, coiffé, parfumé et correctement vêtu, Ulysse était un autre homme. En le voyant réapparaître de la petite crique où il était allé faire sa toilette, Nausicaa commença à ressentir pour lui un intérêt qui n'était plus inspiré seulement par la pitié. Si l'on me proposait un tel mari, songea-t-elle, je ne dirais pas non. Comme le linge était sec et que l'heure du retour au palais était venue, elle proposa à Ulysse de la suivre. Il ne serait pas convenable que nous y allions ensemble, et cela ferait jaser. Mais suis-moi à quelque distance, et, lorsque tu arriveras au palais de mon père, le roi Alkynos, présente-toi à lui, ou plutôt présente-toi à ma mère, la reine Arrêtée, car c'est elle qui décide de tout à la maison. Demande-lui de t'accorder l'hospitalité. Je suis sûre qu'elle ne te la refusera pas. » Ulysse suivit les instructions de Nausicaa. En entrant dans la grande salle du palais, il aperçut Alkynos et Arrêtée, assis devant la cheminée où brûlait un feu de bois. Il en fut surpris, car, pendant son séjour chez Calypso, il avait perdu le sens des saisons. « Nous devons être en hiver, songea-t-il. Voilà pourquoi j'avais si froid en sortant de l'eau. » Comme l'avait prévu Nausicaa, Ulysse produisit une impression favorable sur Arrêtée, et par conséquent sur Alkynos. Émus par le bref récit de ses récentes épreuves, ils lui offrirent l'hospitalité et l'invitèrent à partager le souper qu'il s'apprêtait à prendre. « Malgré mes soucis et ma tristesse, répondit Ulysse, je ne refuse pas. Rien n'est plus cynique que ce maudit ventre qui nous oblige à penser à lui, fût-on consommé du chagrin. » Le dîner réunissait une dizaine de convives. Nausicaa, placée à côté d'Ulysse, se réjouissait de le voir faire honneur au repas, comme un homme qui n'a rien mangé depuis 3 jours.
La courtoisie à cette époque interdisait de poser à un invité, dès son arrivée, des questions sur son identité et sur son passé. Ulysse, de son côté, préférait ne pas se faire reconnaître. Il laissa seulement entendre qu'il avait fait un long voyage et subi beaucoup d'épreuves. Lorsque le repas fut terminé, Alkinoos fit venir un Aède pour distraire ses convives. Les Aèdes étaient des sortes de troubadours qui, s'accompagnant sur leur lyre, chantaient des poèmes épiques de leur composition. Le poème qu'avait choisi ce soir-là l'Aède d'Alkinoos relatait les principaux événements de la guerre de Troie. Ulysse n'avait pas coutume de manifester ses émotions. On pensait même souvent qu'il n'en éprouvait aucune. Il y avait pourtant deux choses auxquelles il était profondément sensible. La première, on le sait, était la musique, et la seconde était l'évocation de souvenirs de sa jeunesse, qui lui inspirait toujours un sentiment poignant de nostalgie. Si l'on ajoute à cela qu'Ulysse, après la fatigue de ces derniers jours et le repas plantureux qu'il venait de faire, était en état de moindre résistance nerveuse, on comprend mieux le trouble profond qui le saisit. Le chant évoquait ses propres exploits et le souvenir de ses compagnons disparus. Lorsque l'Aède en arriva à l'épisode du cheval de Troie, Ulysse ne put dominer son émotion. Cet homme qui, pendant 20 ans, n'avait jamais perdu son sang-froid, qui, alors que des héros comme Achille n'avaient pas honte de verser parfois des larmes de rage ou de chagrin, avait toujours gardé l'œil sec. Cet homme qui avait donné la preuve de sa dureté en exigeant le sacrifice d'Iphigénie, en abandonnant Philoctète sur son île, en laissant condamner Palamède à mort, en incitant Pyrrhus à tuer le petit Astyanax, cet homme enfin, qu'on appelait le rusé, le fourbe, le cruel, le froid, le dur Ulysse, sentit sa gorge se serrer, les larmes lui montaient aux yeux. Précipitamment, il se couvrit le visage d'un pan de sa tunique. Il sanglotait. Nausicaa, qui ne le quittait pas des yeux, s'aperçut de son trouble. Elle posa doucement sa main sur le bras tanné et rugueux d'Ulysse. « Il ne faut pas, lui dit-elle, pleurer les malheurs anciens avec des larmes nouvelles. » Ulysse s'essuya les yeux en souriant à Nausicaa. Il s'étonnait en lui-même et admirait qu'un vieux guerrier, endurci, recru d'épreuves, pût encore recevoir une leçon de sagesse de la bouche d'une jeune fille qui ne savait rien de la vie. Alkinoos, lui aussi, avait remarqué l'émotion d'Ulysse. Il pria l'Aède de cesser son chant et invita les convives à se retirer. « Notre hôte doit être fatigué, observa-t-il. Il doit prendre un peu de repos avant la journée de demain, où nous organiserons, en son honneur, des compétitions sportives. » Pour la première fois depuis longtemps, Ulysse s'endormit ce soir-là sur un matelas moelleux et dans des draps de lin. Pendant la matinée du lendemain, les meilleurs athlètes phéaciens s'affrontèrent, sous les yeux de la famille royale et d'Ulysse, dans diverses épreuves sportives. Lancer du poids du disque, du javelot, lutte, saut, course à pied. Alors que les épreuves s'achevaient et que les concurrents s'apprêtaient à aller déjeuner au palais, le fils du roi, Laodamas, demanda à Ulysse s'il ne souhaitait pas, lui aussi, concourir. Ulysse commence par décliner l'invitation, en arguant de son âge, de son manque d'entraînement et de sa fatigue. L'un des jeunes gens du groupe, un certain Euryale, qui avait gagné plusieurs épreuves, se permet alors, au mépris des règles de la courtoisie, de se moquer d'Ulysse. « Malgré tes cuisses robustes, tes larges épaules et tes bras musclés, tu me sembles être de ceux qui se servent surtout de leur langue. C'est dans les joutes oratoires que tu dois être un champion. »« Que veux-tu » lui répond Ulysse. « On ne peut pas tout avoir. Ainsi, toi, tu as la beauté et la force, mais tu n'as guère d'esprit.
Cependant, puisque tu me lances un défi, je le relève. Je suis prêt à t'affronter cet après-midi dans l'épreuve de ton choix, sauf toutefois la course à pied, où mon âge serait un trop gros handicap. Euryale choisit la course de char. Pendant le déjeuner, Nausicaa apprend à Ulysse que la course de char est la spécialité d'Euryale. Il possède un char blanc ultra léger. Sa supériorité dans cette épreuve est si grande que depuis longtemps, plus personne n'ose se mesurer à lui. C'est fâcheux, songe Ulysse, qui ne brille pas lui-même particulièrement dans cette discipline. Après le déjeuner, tout le monde va faire la sieste, sauf Ulysse, qui se rend dans la remise où sont alignés les chars. Il n'a pas de mal à reconnaître celui d'Euryale. Il retire la coupille de bronze qui fixait la roue droite à l'essieu et la remplace par un bâton de cire. Puis il va prendre lui aussi quelques instants de repos. Vers 4 heures, la course commence, en présence d'une foule nombreuse. L'épreuve consiste à faire 10 fois le tour d'une piste cendrée. Dès le départ, Euryale prend l'avantage. Il ne tarde pas à avoir un tour entier d'avance sur Ulysse, qu'il dépasse dans une ligne droite. Ulysse n'en paraît pas excessivement affecté et continue une course prudente. Au moment où Euryale entame son 5e tour, le bâton de cire qui maintenait sa roue droite, échauffé par le soleil et les frottements, achève de fondre. La roue se détache, le char verse. Euryale est projeté dans la poussière. Ulysse, ayant terminé tranquillement le parcours, est proclamé vainqueur. Le comportement d'Ulysse, au cours de ses 2 premières journées chez Alkinoos, n'avait pas manqué d'éveiller la curiosité de ses hôtes. À la fin du dîner, qui suivit la course de chars, Alkinoos jugea que les convenances ne lui interdisaient plus de poser à Ulysse la question qui lui brûlait les lèvres. « Ta physionomie, ton allure, lui dit-il, ne sont pas celles d'un homme ordinaire. L'histoire de ta vie ne doit pas manquer d'intérêt. Peut-être accepteras-tu de nous la raconter. » Après un instant d'hésitation, Ulysse lui répondit. « Puisque tu le souhaites, je vais satisfaire ta curiosité. » Et, dans le silence qui s'était fait autour de la table, il commença son récit, par ces paroles célèbres et orgueilleuses qui provoquèrent une vive sensation dans son auditoire. « Je suis Ulysse, fils de Laërte. Par mes ruses j'intéresse tous les hommes, et ma gloire atteint le ciel. » La nuit était bien avancée lorsque le récit d'Ulysse se termina. Pas une seule fois il n'avait été interrompu, et, à plusieurs reprises, alors qu'Ulysse évoquait avec émotion les plus cruelles de ses épreuves, les yeux de Nausicaa s'étaient mouillés de larmes. Après quelques instants de silence, Alkinoos remercia Ulysse. « Ta présence est pour nous un grand honneur et une grande joie, mais tu dois avoir hâte de revoir ton pays. Dès demain, je mettrai à ta disposition mon meilleur navire et mon meilleur équipage. Il ne leur faudra que quelques heures pour te conduire à Ithaque. » Ulysse accepte cette généreuse proposition et l'on convient que le départ aura lieu le lendemain soir, après un dernier banquet d'adieu. Toute la noblesse phéacienne était réunie au palais d'Alkinoos le lendemain pour rendre hommage à Ulysse. Le repas fut long, abondant et joyeux. Lorsqu'il se termina, Euryale, l'adversaire malheureux d'Ulysse dans la course de chars, demanda la parole. « Je me suis conduit à ton égard d'une manière discourtoise, dit-il à Ulysse. Je te prie d'accepter mes excuses. » Il tendit à Ulysse une belle épée de bronze à poignée d'argent. Après lui, tous les convives, à tour de rôle, remirent à Ulysse un présent. Celui de Nausicaa était un miroir encadré d'ivoire sculpté. « Décidément, lui dit Ulysse en souriant, tu penses toujours à ma toilette. » Tous les cadeaux furent rangés dans un grand coffre qu'Ulysse ferma lui-même à l'aide d'un nœud secret que lui avait enseigné Circé.
La nuit tombait lorsqu'Ulysse prit enfin congé de ses hôtes. Il s'embarqua à bord du navire où l'attendaient un pilote et 52 rameurs. Par un temps calme, sur une mer tranquille, le navire sortit du port. Sur le pont du bateau, des couvertures avaient été préparées pour Ulysse. Il s'y coucha. Après 20 ans d'absence, il allait retrouver son pays. À quoi pouvait-il songer en cet instant solennel? Revivait-il le souvenir de ses exploits, de ses aventures et de ses souffrances? Ne s'interrogeait-il pas plutôt sur tout ce qu'il attendait à son arrivée à Ithaque, sur l'accueil que lui ferait sa femme, sur ce qu'était devenu son fils? Eh bien non. Son esprit n'était occupé ni par le souvenir des épreuves passées, ni par l'appréhension des épreuves à venir. Étendu sur le dos, bercé par le mouvement cadencé des rameurs, contemplant au-dessus de lui le ciel sombre où scintillaient les étoiles, Ulysse pensait à Nausicaa.